Chapitre 1, Fondation. Gareth Vaux avait bâti sa vie comme il bâtissait ses structures méthodiquement et avec précision, conçues pour durer éternellement. À 35 ans, il était propriétaire de Voss Construction, une entreprise qui, à partir d'une simple exploitation de camions, était devenue l'une des entreprises de construction les plus respectées de Denver. Ses mains, marquées par des années de travail honnête, pouvaient construire une maison ou dessiner des plans avec la même habileté. Ces mêmes mains avaient tenu sa fille Lucie le jour de sa naissance et construit la balançoire dans leur jardin, où elle passait d'innombrables heures à rire. Tessa était différente à l'époque. Lorsqu'ils se sont rencontrés 12 ans plus tôt, elle était une étudiante en art en difficulté, avec de la peinture sous les ongles et des rêves plus grands que son compte en banque. Gareth était tombé sous le charme de sa passion, de sa créativité, de sa capacité à voir la beauté dans des bâtiments abandonnés que d'autres voulaient démolir. Elle l'avait convaincu de restaurer leur première maison plutôt que d'en construire une nouvelle. Et il l'avait vu transformer une maison victorienne décrépite en un lieu magnifique. Mais le succès l'avait transformé. À mesure que l'entreprise de Gareth se développait et que Tessa se tournait vers l'immobilier, utilisant son sens du design pour mettre en valeur des maisons de plusieurs millions de dollars, elle commença à s'entourer d'un public différent. Sa sœur Valérie avait épousé un riche de Denver. Grâce à ces relations, Tessa commença à fréquenter des gens qui mesuraient la valeur à l'aune des marques de créateurs et des fonds fiduciaires plutôt qu'à l'aune du travail et de l'intégrité. Le changement s'était fait progressivement, comme une érosion qui rongeait les fondations. D'abord, il y eut des plaintes concernant les mains calleuses de Gareth lors des dîners. Puis vinrent des suggestions lui demandant d'embaucher des managers et de valoriser sa marque au lieu de continuer à manier le marteau sur les chantiers. Le point de rupture était apparu 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait commencé à passer 3 soirées par semaine dans une salle de sport haut de gamme, prétextant le besoin de réseauter avec des clients potentiels. Gareth ne s'était d'abord douté de rien. Il faisait confiance à sa femme, croyait en leur mariage et se concentrait sur le plus grand projet de sa carrière, un complexe résidentiel de luxe qui consoliderait la réputation de son entreprise. Il travaillait 16 heures par jour, dormant souvent dans la caravane de chantier, tandis que Tessa s'occupait de leur sortie et de Lucie, 8 ans. Lucie était la lumière de leurs deux univers. Du moins, c'est ce que Gareth croyait. Elle avait hérité du regard artistique de Tessa et de l'esprit pratique de Gareth, créant des chefs d'œuvre à la craie dans leur allée et expliquant à qui l'entendait comment la maison de son père résistait aux tremblements de terre. Précoce, observatrice, elle avait une capacité troublante à remarquer ce que les adultes essayaient de cacher. Le premier véritable signal d'alarme était apparu 3 semaines plus tôt. Lucie avait demandé au dîner pourquoi Blake, l'ami de maman, venait à la maison pendant que papa était au travail. Tessa avait ri, expliquant que Blake était coach sportif et qu'il l'aidait parfois à préparer des supports marketing pour des propriétés de luxe près de sa salle de sport. Gareth avait lui aussi accepté l'explication, trop confiant pour approfondir. Mais les questions de Lucie avaient semé le trouble. Gareth commença à remarquer des détails. Le téléphone de Tessa, toujours posé sur des surfaces, son intérêt soudain pour les visites immobilières nocturnes, sa façon de s'habiller de manière plus provocante pour ses séances de sport du soir. Pourtant, il avait repoussé ses soupçons, se disant que 12 ans de mariage et 8 ans passés à élever Lucie ensemble avaient une valeur certaine. Le secteur du bâtiment avait appris à Gareth la patience. On ne bâcle pas les fondations et on ne néglige pas l'intégrité structurelle. On planifie, on mesure 2 fois, on construit pour durer. Il avait appliqué la même philosophie à son mariage, partant du principe que des fondations solides résisteraient à toutes les tempêtes. Il était sur le point de découvrir à quel point il s'était trompé. Chapitre 2. Fissures dans les fondations. L'appel arriva à 14h47, un mardi qui avait commencé comme tous les autres. Gareth examinait les plans de la phase finale du complexe lorsque son téléphone sonna, un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Monsieur Voss, ici l'hôpital général de Denver. Votre fille Lucie a été amenée aux urgences. Vous devez venir immédiatement. Les plans s'éparpillèrent tandis que Gareth renversait sa chaise, son esprit peinant à assimiler les mots. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle va bien? Il y a eu un accident, monsieur. Venez au plus vite. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un brouillard de scénarios catastrophes. Les mains de Gareth serraient le volant si fort que ses jointures blanchissaient, son esprit oscillant entre prières et jurons. Il avait laissé 3 messages vocaux à Tessa, tous plus désespérés les uns que les autres, mais elle n'avait pas répondu. La salle d'urgence était un chaos de sons et d'odeurs qui agressaient ses sens. Un jeune médecin aux yeux fatigués le trouva au bureau d'information. Monsieur Voss,
je suis le docteur Rodriguez. Votre fille est tombée dans l'escalier de votre domicile. Elle souffre d'une grave commotion cérébrale et d'une hémorragie interne. Nous l'avons transférée aux soins intensifs et la surveillons de près. Tombée dans l'escalier. L'esprit de Garrett était bouleversé. Leur maison était de plein pied. Les seuls escaliers menaient au sous-sol, et Lucie savait qu'elle n'avait pas le droit d'y descendre sans autorisation. Les ambulanciers dirent, votre femme a appelé le 911. Elle était très angoissée, ce qui était compréhensible. Elle monta dans l'ambulance avec Lucie, mais sortit pour téléphoner. Elle devrait revenir sous peu. Garrett trouva Lucie dans une pièce qui sentait l'antiseptique et la peur. Sa fille, pleine de vie et bavarde, gisait immobile, éclipsée par les machines qui bipaient et bourdonnaient autour d'elle. Son visage était pâle, à l'exception d'un bleu sombre sur sa tempe gauche. La voir ainsi déclencha une émotion primordiale dans la poitrine de Garrett. Il tira une chaise près de son lit et prit sa petite main dans la sienne, lui murmurant des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. « Papa est là, ma chérie. Tu vas t'en sortir. Je ne vais nulle part. » Tessa arriva 30 minutes plus tard, le maquillage baveux et les cheveux en bataille. Elle portait sa tenue de sport, une tenue de sport hors de prix qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine, et semblait sincèrement désemparée. Oh. Prédateurs et les prédateurs ne comprennent qu'une seule chose. Force supérieure appliquée avec une précision écrasante. La mâchoire de Richard se resserra. Ma femme est une bonne femme qui a été manipulée par un professionnel. Nos enfants aiment leur mère et ils méritent la possibilité de la retrouver. Si vous pouvez y arriver, je suis engagé dans tout ce qu'il faut. Après le départ de Richard, Garrett était assis dans son bureau en pensant à la direction que sa vie avait prise. Il créerait une entreprise de construction réussie en suivant des principes simples. Identifier les problèmes, développer des solutions complètes et exécuter avec une précision sans faille. Ces mêmes principes l'avaient bien servi avec Blake et Tessa. Maintenant, apparemment, il servait également d'autres familles. Tommy a frappé le cadre de la porte du bureau. Comment ça va avec Collins? Sa situation est gérable. La cible est bâclée, trop confiante et a laissé une trace de preuve qui devrait rendre les choses simples. Vous obtenez toute une réputation, vous savez. Patricia Henley n'est pas exactement discrète sur ce que vous avez fait pour elle et les autres. Garrett haussa les épaules. Les bons hommes ont besoin de savoir qu'il existe des options lorsque le système leur échoue. Lorsque leurs familles sont menacées par des personnes qui se cachent derrière des technicités juridiques et une manipulation sociale. Et vous êtes d'accord pour être cette option? Garrett regarda par la fenêtre de Lucie, qui dessinait maintenant des images de craie sur l'allée tout en chantant pour elle. Elle était en sécurité, heureuse et libre de la peur qui l'avait ombragée après l'incident avec Tessa. C'était tout ce qui comptait. Je suis d'accord pour protéger les familles, Tommy. Je suis d'accord pour m'assurer que les prédateurs font face aux conséquences de leurs actions, et je suis d'accord pour construire quelque chose qui dure. Tommy hocha la tête, comprenant que cela était plus grand que la vengeance ou la justice vigilante. Il s'agissait de créer un réseau de protection pour les personnes qui n'avaient nulle part ailleurs à tourner. De quoi avez-vous besoin pour la situation Colin? Contexte complet sur la cible. Dossier financier, historique des relations, modèle de communication, l'habituel. Je vais la voir lundi. Ce soir-là, alors que Garrett cachait Lucie dans un lit, elle le regarda avec des yeux sérieux. Papa, tu es heureuse? Que voulez-vous dire, ma chérie? Vous semblez différent qu'avant. Pas triste comme quand maman est partie pour la première fois, mais différente comme vous pensez à des choses importantes tout le temps. Garrett lisse ses cheveux de son front. Je pense à des choses importantes. Je pense à vous garder en sécurité et à aider les autres à assurer la sécurité de leur famille. Comme un super-héros? Garrett gloussa. Pas exactement comme un super-héros. Plus comme un architecte qui construit une protection au lieu des bâtiments. Lucie le considérait sérieusement. Je pense que c'est encore mieux qu'un super-héros. Les super-héros combattent simplement les méchants. Mais vous faites en sorte que les méchants ne puissent plus blesser les gens. Où êtes-vous si intelligent de vous, papa? Vous m'avez appris que si quelque chose est cassé, vous ne le réparez pas seulement. Vous le construisez plus fort, il ne peut pas encore se casser de la même manière. Alors que Garrett éteignait la lumière de Lucie et ferma sa porte, il réfléchit sur les paroles de sa fille. Elle avait raison. Il ne se battait pas seulement sur les méchants. Il construisait quelque chose de permanent,
quelque chose qui protégerait les familles longtemps après la neutralisation des menaces individuelles. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Monsieur Voss, j'ai obtenu votre nom d'ami. J'ai une situation avec le professeur de ma fille que l'école ne s'adresse pas, pouvons-nous parler? Garrett a regardé le message pendant un long moment, puis a tapé « Appelez mon bureau lundi matin. Nous organisons une réunion ». Il a construit son activité de construction à partir de rien, créant des structures qui représenteraient des générations. Maintenant, il construisait entièrement autre chose, un réseau de protection pour les familles qui n'avaient nulle part ailleurs à se tourner lorsque le système leur a échoué. Certains hommes ont construit des empires pour le profit ou le pouvoir. Garrett Voss construisait quelque chose de plus important. Une base de justice que les prédateurs ne pouvaient pas secouer et se protéger, sur lesquels les familles pouvaient compter lorsque tout le reste a échoué. C'était le projet de construction le plus important de sa vie. Et comme tout ce que Garrett a construit, il a été conçu pour durer éternellement. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Mon Dieu, Garrett, je suis tellement désolée, dit-elle en s'effondrant sur la chaise de l'autre côté de Lucy. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu le fracas. Elle devait jouer près de la porte du sous-sol. J'aurais dû la surveiller plus attentivement. Quelque chose dans sa voix semblait répéter, mais Garrett était trop préoccupé pour l'analyser en profondeur. Ils restèrent assis dans un silence tendu pendant 1 heure, tenant tour à tour la main de Lucy et parlant au médecin qui allait et venait pour donner des nouvelles. Puis le téléphone de Tessa siffla. Elle y jeta un coup d'œil et quelque chose changea dans son expression. « Je dois y aller, dit-elle soudain en se levant. Garrett la regarda, incrédule. « Comment ça, tu dois y aller? Notre fille est en soins intensifs. C'est Valérie. Elle fête son anniversaire ce soir et elle est en pleine crise à cause du traiteur. Je suis le seul à pouvoir gérer les vendeurs. Tessa, as-tu perdu la boule? Lucy, si. Garrett n'a même pas pu finir sa phrase. Son état est stable. Le médecin l'a dit, et on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Je reviens dans quelques heures. Garrett se leva lentement, sa voix se transformant en un murmure dangereux. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. Pas maintenant. Le visage de Tessa se durcit comme il ne l'avait jamais vu. Si je ne suis pas là, les amis de Valérie penseront que je me fiche des obligations familiales. Ces gens sont des clients importants, Garrett. Tu ne comprendrais pas la dynamique sociale. Je comprends que notre fille se bat pour sa vie. Tu dramatises. Elle est tombée dans les escaliers. Les enfants se remettent de ce genre de choses tout le temps. Tessa attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Je reviens plus tard ce soir. Alors que ses pas disparaissaient dans le couloir, Garrett sentit quelque chose de fondamental se briser en lui. Non seulement son cœur, mais toute sa compréhension de la femme qu'il avait épousée. Il se rassit à côté de Lucy, la main tremblante en lui caressant les cheveux. « Je suis là, ma puce, murmura-t-il. Papa ne va nulle part. » Les heures s'écoulèrent. Garrett somnolait par à-coups dans le fauteuil inconfortable, se réveillant en sursaut chaque fois qu'une machine bipait ou qu'une infirmière entrait dans la chambre. Vers minuit, les doigts de Lucy tressaillirent dans sa main. « Lucy, ma chérie, tu m'entends ?» Ses yeux s'ouvrirent brusquement, perdus dans le flou. Elle essaya de parler, mais ne parvint qu'à murmurer. « Papa, je suis là, mon bébé. Tu es en sécurité maintenant. » Les yeux de Lucy rencontrèrent les siens. Et il y eut non seulement la confusion, mais aussi la peur. « Papa, maman m'a poussé parce que... » Sa voix s'éteignit, l'épuisement la reprenant. Mais ces 6 mots explosèrent dans l'esprit de Garrett comme des explosifs dans une démolition contrôlée. Tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. La confiance, l'amour, la famille, s'est effondré en quelques secondes. Maman m'a poussé parce que... À cause de quoi? Et pourquoi sa femme, la mère de son enfant, ferait-elle une chose pareille? Alors que Lucy sombrait dans l'inconscience, Garrett sentit une froide lucidité l'envahir. Le secteur du bâtiment lui avait appris à reconnaître les défaillances structurelles avant qu'elles ne provoquent un effondrement catastrophique. Son mariage ne s'était pas seulement fissuré, il avait été délibérément saboté, et il allait découvrir exactement pourquoi. Chapitre 3. Le plan de la trahison. Lucy resta inconsciente pendant encore 18 heures, pendant lesquelles Tessa ne revint que 2 fois. Une fois brièvement le matin avec un café et des excuses pour gérer la crise de Valérie, et une autre le soir même.
avec des explications plus élaborées sur ses obligations sociales. À chaque fois, elle semblait de plus en plus agitée lorsque Gareth insistait pour obtenir des détails sur l'accident. Pourquoi Lucie était-elle près de l'escalier du sous-sol, demanda-t-il lors de sa deuxième visite. Tu sais qu'elle n'a pas le droit d'y descendre. Je ne sais pas, Gareth. Les enfants font des bêtises. Peut-être qu'elle cherchait quelque chose. Cherchait quoi? On ne garde rien là-bas, à part des rangements et mes vieux outils. Le téléphone de Tessa vibra et elle y jeta un coup d'œil avec ce que Gareth commençait à interpréter comme du soulagement. Je dois gérer un autre problème de fournisseur. La fête de Valérie est devenue un désastre complet. La fête avait lieu hier soir. Tessa, elle marqua une pause, surprise dans son mensonge. Le nettoyage et la gestion des conséquences. Tu sais comment sont ces gens. Après son départ, Gareth appela son contremaître, Miguel Santos, un homme avec qui il travaillait depuis 8 ans et en qui il avait une confiance totale. Miguel, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi sans poser de questions. Tout ce dont tu as besoin, patron. Va chez moi et regarde l'escalier du sous-sol. Prends des photos de tout, la porte, les marches, le sous-sol. Cherchez quelque chose d'inhabituel. Du sang, des rayures, tout ce qui semble anormal. Vous voulez que j'entre par effraction? J'ai toujours mes clés. Tessa ne sait pas. Je ne les ai jamais remises après que l'entrepreneur a installé notre système de sécurité le mois dernier. Miguel a rappelé 3 heures plus tard. Patron, il faut que vous voyiez ces photos. Il y a quelque chose qui cloche. Ils se sont rencontrés dans un café près de l'hôpital, où Miguel lui a montré des photos sur son téléphone. La porte du sous-sol avait des éraflures récentes sur le cadre. L'escalier lui-même était propre, trop propre, comme s'il avait été récemment récuré. Mais le plus révélateur était une photo du sous-sol où Miguel avait utilisé une lampe de poche pour révéler de petites gouttelettes qui avaient été oubliées lors du nettoyage. C'est du sang, dit Miguel doucement. Gaufret. Il y a autre chose. J'ai trouvé ça coincé derrière le chauffe-eau. Il tendit à Gareth une petite barrette rose. L'une des préférées de Lucie, décorée de minuscules papillons. Elle était pliée et avait une petite tache qui paraissait étrangement sombre. Elle portait ça hier matin, dit Gareth, son voix creuse. Je m'en souviens parce qu'elle m'a demandé de l'aider à la coiffer. Miguel observa le visage de son patron. Que veux-tu que je fasse? Gareth empocha la barrette. Rien pour l'instant, mais n'en parle à personne. Ce soir-là, alors que Lucie commençait enfin à se réveiller plus régulièrement, Gareth était seul avec elle lorsqu'elle retrouva suffisamment de lucidité pour une vraie conversation. Papa, j'ai mal à la tête. Je sais, ma chérie. Les médecins disent que tu vas t'en sortir, mais tu as besoin de repos. Lucie regarda la pièce avec une conscience croissante. Où est maman? Gareth choisit ses mots avec soin. Elle devait gérer des affaires professionnelles. Elle reviendra bientôt. Lucie, tu te souviens de ce qui t'est arrivé? Le visage de Lucie se crispa de concentration. Je cherchais mon carnet à dessin. Celui avec la princesse sur la couverture. Je pensais qu'il était peut-être dans le débarras du sous-sol. Tu sais qu'on n'est pas censé y aller seul. Je sais, mais j'ai entendu maman parler à quelqu'un là-bas, et j'ai pensé qu'elle cherchait peut-être mon carnet. Mon bloc-notes aussi. Alors, j'ai ouvert la porte tout doucement pour lui demander. Le pouls de Gareth s'est accéléré. À qui parlait maman? Son ami Blake, celui qui vient quand on est au travail. Ils étaient très proches l'un de l'autre, et Blake touchait le visage de maman comme dans les films quand les gens vont s'embrasser. Les mots ont frappé Gareth comme un coup de poing, mais il a gardé une voix calme. Que s'est-il passé ensuite, ma chérie? J'ai commencé à lui demander où était mon bloc-notes, mais maman s'est vite énervée. Elle a dit que je ne devais pas espionner les adultes et que je devais me mêler de mes affaires. Blake avait l'air terriblement en colère, lui aussi. Puis maman m'a attrapé le bras très fort et a commencé à me tirer dans les escaliers. Les yeux de Lucie se sont remplis de larmes. Je lui ai dit qu'elle me faisait mal, mais elle a continué à tirer. Arrivée en haut, elle respirait fort et avait l'air très bouleversée. Elle a dit, j'avais promis de ne jamais te dire que Blake était chez nous. Elle a dit, ça gâcherait tout et tu pourrais nous quitter. Et puis j'ai dit, je ne voulais pas te cacher de secret parce que tu m'as appris que les familles ne se mentent pas. Ça a fait que maman comptait encore plus.
Elle me serrait le bras très fort. Et elle a dit que parfois, les petites filles incapables de garder des secrets importants étaient renvoyées de leur famille pour toujours. Les poings de Gareth se sont serrés. Et puis, que s'est-il passé? J'ai eu peur et j'ai essayé de m'éloigner, mais maman me serrait trop fort. Je pleurais et je disais que je voulais mon papa. Et c'est là qu'elle m'a poussé très fort. Je me suis senti tomber en arrière et ma tête a heurté violemment le chambranle de la porte. Tout est devenu noir après ça. La pièce a semblé tourner sur elle-même. Écoutez-le. Sa femme, la femme qu'il avait aimée pendant 12 ans, la mère de son enfant, avait agressé physiquement leur fille pour dissimuler sa liaison, avait délibérément blessé Lucy pour protéger son secret. Lucy, c'est très important. Tu as dit que Blake avait l'air effrayant, en colère. Que voulais-tu dire? Son visage est devenu tout rouge et il s'est avancé vers moi comme s'il allait m'attraper aussi. Mais ensuite, maman m'a poussé en premier. Gareth a senti quelque chose de froid et de dangereux s'installer dans sa poitrine. Non seulement Tessa leur avait fait du mal. Fille, mais elle l'avait fait devant son amant, qui était apparemment prêt à aider à faire taire une enfant de 8 ans. Papa, ai-je fait quelque chose de mal? C'est pour ça que maman m'a fait du mal? Gareth se pencha et embrassa le front de sa fille. Non, ma puce, tu n'as absolument rien fait de mal. Parfois, les adultes font de mauvais choix, mais ce n'est jamais la faute des enfants. Jamais. Vas-tu nous quitter comme maman l'a dit? Je ne te quitterai jamais, Lucy. Je te le promets. Mais maman et moi allons avoir de sérieuses conversations sur ce qui s'est passé. Alors que Lucy se rendormait, Gareth sortit dans le couloir et appela de nouveau Miguel. J'ai besoin que tu fasses autre chose pour moi. Renseigne-toi tout sur un certain Blake qui travaille dans une salle de sport haut de gamme. Probablement près du centre-ville ou de Cherry Creek. Coach sportif, beau gosse, conduit probablement une voiture chère. Tu veux que je le suive? Je veux que tu apprennes sa routine. Quand il travaille, où il habite, quel genre de voiture il conduit, avec qui il traîne, tout. Patron, qu'est-ce que vous préparez? Gareth regarda par la fenêtre sa fille blessée, qui dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours. Lorsqu'il parla, sa voix portait le genre de froideur définitive qu'il réservait habituellement aux entrepreneurs qui tentent de l'arnaquer. Je vais construire quelque chose de spécial, Miguel. Un règlement de compte. Et comme tout ce que je construis, ce sera précis, minutieux et permanent. Chapitre 4. Surveillance et stratégie. La semaine suivante, alors que Lucy se rétablissait suffisamment pour être transférée des soins intensifs vers une chambre normale, Gareth commença à élaborer le projet le plus important de sa vie, un plan détaillé visant à détruire les 2 personnes qui avaient trahi et blessé sa famille. Les recherches de Miguel avaient identifié Blake Morrison, entraîneur personnel chez Elvad Fitness, une salle de sport haut de gamme de Cherry Creek qui s'adressait aux femmes au foyer fortuné et aux jeunes professionnels fortunés. Blake avait 28 ans, conduisait une BMW M4 de location et vivait dans une résidence branchée qui pratiquait un loyer élevé pour un espace à peine suffisant. Plus important encore, il avait une habitude. Il entraîne des clients de 6h à 14h, puis rentre généralement chez lui quelques heures. Miguel a fait son rapport lors d'une de leurs réunions au café. 3 soirs par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Il vient chez vous vers 19h et reste jusqu'à 22h environ. Il se gare toujours à 2 pâtés de maison et traverse l'allée derrière la maison de votre voisin. Gareth a assimilé ces informations avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour analyser les problèmes structurels. Et son parcours? Né à Phoenix, il a déménagé ici il y a 3 ans. Aucun casier judiciaire, mais il a des problèmes d'argent. Il a du retard dans ses paiements de voiture, ses cartes de crédit sont au maximum, tout ça. À la salle de sport, on dit qu'il fréquente des clients mariés qui lui offrent des cadeaux pour l'aider à gérer ses finances. Donc, c'est un briseur de ménage professionnel. On dirait bien. Mais patron, votre femme n'est pas sa première cible fortunée. Il y a une femme nommée Patricia Henley. Elle a divorcé de son mari il y a 6 mois après avoir été surprise avec Blake. Ça lui a coûté environ 2 millions de dollars à l'amiable. Cette information fit naître une idée dans l'esprit de Gareth. Patricia Henley était un nom qu'il connaissait dans le cercle social de Tess, une personne discrètement ostracisée après le scandale de son divorce. Si Blake avait pour habitude de cibler les femmes mariées pour des raisons financières, cela signifiait qu'il était vulnérable à la manipulation. Pendant ce temps, Gareth surveillait lui-même Tessa.
Son comportement était devenu de plus en plus erratique depuis l'accident de Lucy. Elle buvait davantage, passait de plus en plus de temps loin de l'hôpital et avait commencé à planifier minutieusement la convalescence de Lucy. Je pense qu'on devrait envoyer Lucy chez ma mère en Arizona pendant quelques semaines, suggéra-t-elle lors d'une de ses brèves visites. Le changement d'air lui ferait du bien, et nous pourrions nous concentrer sur notre retour à la normale. Garrett comprit immédiatement la suggestion. Lucy étant en sécurité hors de l'État, il n'y aurait aucun risque qu'elle partage d'autres vérités dérangeantes. Lucy a besoin d'être proche de ses médecins pour ses rendez-vous de suivi, et elle a besoin de stabilité maintenant, pas de nouveaux bouleversements. Tu es surprotecteur. Les enfants sont résilients. Les enfants agressés par leur mère ont besoin de soins particuliers. Le visage de Tessa est devenu blanc. De quoi parles-tu? Elle est tombée dans l'escalier. Vraiment, Tessa? Parce que Lucy a des souvenirs très précis de ce qui s'est réellement passé. L'espace d'un instant, une peur sincère a traversé le visage de sa femme. Puis le masque est revenu. Elle a un traumatisme crânien, Garrett. Les traumatismes crâniens peuvent provoquer de faux souvenirs et de la confusion. Les médecins vous le diront. Mais Garrett avait déjà parlé au docteur Rodriguez du récit de Lucy. Bien que le médecin ne puisse pas se prononcer sur le plan juridique, il a confirmé que les fonctions cognitives de Lucy étaient intactes et que ses souvenirs des événements antérieurs à la blessure seraient probablement exacts. Ce soir-là, Garrett a mis son plan à exécution. Il a appelé Tommy Reeves, un détective privé avec lequel il avait collaboré pour sélectionner des partenaires commerciaux potentiels. Tommy était coûteux, mais minutieux, et surtout, il comprenait que certains clients avaient besoin de résultats qui résisteraient à un examen juridique. J'ai besoin d'une surveillance complète de 2 individus, lui dit Garrett. Vidéo, audio, si possible, relevé financier, relevé de communication, tout le tralala, et je devais être recevable devant le tribunal. Affaire de divorce, entre autres. Il y a aussi la question de la mise en danger d'enfants et des agressions. Le ton de Tommy s'est durci. De quel danger parlons-nous? Garrett lui a parlé des blessures de Lucy et de sa version des faits. À la fin de l'histoire, le comportement professionnel de Tommy avait basculé vers quelque chose de plus personnel. À propos d'une fille aussi, dit doucement Tommy. Ce Blake, il était là quand c'est arrivé. D'après Lucy, oui. Et apparemment prêt à la faire taire. Alors, il n'est pas seulement un partenaire, il est complice de maltraitance d'enfants. Cela change complètement la donne. Alors que Tommy commençait sa surveillance professionnelle, Garrett décida d'adopter une approche plus directe avec Blake. Il commença à s'entraîner à Elevate Fitness, programmant ses visites pour observer les interactions de Blake avec les clients. Ce qu'il vit le dégoûta. Blake était un homme doux, charismatique et résolument prédateur. Il concentrait son attention sur les femmes qui semblaient malheureuses ou négligées, leur offrant non seulement des séances de fitness, mais aussi un soutien émotionnel et une validation. Garrett l'avait observé exercer son charme sur un divorce récent. Prenons l'exemple d'une femme dont le mari voyageait fréquemment pour affaires, et, plus essayurant encore, d'une jeune mère qui se plaignait de ne pas se sentir appréciée à la maison. Mais le plus grand talent de Blake était de faire en sorte que chaque femme se sente comme sa seule cliente privilégiée. Il avait une capacité étonnante à identifier leurs vulnérabilités et à les exploiter avec une précision chirurgicale. Garrett commença à comprendre comment Tessa était tombée dans son piège. Après une semaine d'observation, Garrett accepta d'être le client de Blake. Je me remets en forme après avoir passé trop de temps derrière un bureau. Il dit à Blake lors de leur première séance, ma femme m'a suggéré cet endroit. Elle vient ici depuis des mois et n'arrête pas de parler des résultats. Le sourire de Blake s'estompa presque imperceptiblement lorsque Garrett mentionna Tessa, mais il se reprit vite. C'est génial, mec. Comment s'appelle votre femme? Je la connais probablement. Tessa Voss. Une jolie agente immobilière. Elle parle toujours des soirées de sa sœur. Oh oui. Tessa est géniale. Super investie dans ses objectifs fitness. Vous avez de la chance. Garrett lui a souri avec la même hypocrisie. Moi, j'en ai vraiment. On est mariés depuis 12 ans et je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait choisi un homme comme moi. Parfois, je me demande ce que je ferais si jamais je la perdais. Au cours des séances suivantes, Garrett a parfaitement joué le rôle du mari inconscient. Il s'est plaint de ses longues heures de travail, a évoqué ses prochains voyages d'affaires et a même demandé conseil à Blake pour surprendre Tessa avec des gestes romantiques.
Les réponses de Blake ont révélé tout ce que Garrett avait besoin de savoir. Cet homme n'avait aucune conscience, aucune culpabilité d'avoir brisé une famille. En fait, il semblait apprécier la dynamique de pouvoir qui consiste à coucher avec la femme d'un client tout en entraînant le mari. Mais Garrett recueillait plus que de simples informations. Il étudiait son ennemi, apprenait ses routines, ses faiblesses, ses points faibles. Blake était vaniteux, matérialiste et désespérément peu sûr de lui sous ses dehors raffinés. Il avait besoin d'être constamment validé et vivait au-dessus de ses moyens pour maintenir une image de réussite. Plus important encore, Blake ignorait totalement qu'il était traqué. Vendredi soir, Tommy a appelé pour donner des nouvelles qui ont glacé le sang de Garrett. « Je les ai filmées », a dit Tommy. « Votre maison, votre lit, l'accident de votre fille, tout ça. Mais Garrett, il y a autre chose. Quelque chose qui change tout. » Quoi? Blake Morrison n'est pas qu'un simple entraîneur de sport. Il a déjà fait ça à plusieurs reprises. Et l'une de ses précédentes cibles, son enfant, a également fini à l'hôpital. Autre ville, autre histoire, mais même schéma. Je pense que votre femme et votre fille ont trébuché sur quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple liaison. Chapitre 5. Le piège. Le témoignage de Tommy a dressé un tableau qui a brouillé la vue de Garrett de rage. Blake Morrison avait l'habitude de cibler les femmes mariées avec enfants, les isolant systématiquement de leur famille tout en les saignant financièrement. À Phoenix, un garçon de 10 ans avait été hospitalisé pour des blessures mystérieuses après avoir surpris Blake avec sa mère. L'affaire avait été discrètement réglée à l'amiable, le père acceptant une somme conséquente pour préserver la confidentialité des détails. Ce n'est pas qu'un prédateur, expliqua Tommy alors qu'ils examinaient les dossiers dans son bureau. Il s'intensifie. La violence s'intensifie à chaque fois. Votre fille a eu de la chance. Garrett examina les photos et les documents éparpillés sur le bureau de Tommy. Qu'est-il arrivé aux autres familles? Détruites. L'affaire Phoenix s'est soldée par un divorce. La mère a perdu la garde de son fils et a fait une dépression nerveuse 6 mois plus tard. Blake a déménagé ici juste après ce règlement. Et Tessa ignore tout de son passé. Impossible. Il est trop intelligent pour ça. Il se présente comme un jeune entraîneur en difficulté, en quête d'amour. Lorsqu'ils découvrent qui il est vraiment, ils sont trop compromis pour reculer. Mais il y avait plus. Tommy avait suivi les finances de Blake et découvert un schéma qui révélait la véritable ampleur de ses activités. Il ne se contente pas de recevoir des cadeaux de ses femmes. Il les fait chanter. Regardez ses dépôts bancaires. Les relevés financiers montrent des paiements réguliers provenant de sources multiples depuis 2 ans. Patricia Hanley, la cliente en instance de divorce dont Miguel avait parlé, effectuait encore des virements mensuels sur le compte de Blake 6 mois après la finalisation de son divorce. Il les enregistre, continua Tommy. Audio, vidéo, probablement aussi des photos. Puis il les utilise pour les faire payer longtemps après la fin de leur relation. Garrett sentit une vague de violence s'éveiller en lui. Blake ne détruisait pas seulement son mariage. Il terrorisait systématiquement femmes et enfants pour le profit. Et Tessa, bien qu'elle-même victime, avait choisi de le protéger plutôt que leur fille. Et les enregistrements de ma femme? Tommy hésita. Tu es sûr de vouloir les voir? J'ai besoin de tout voir. La qualité vidéo était étonnamment nette. Blake avait des caméras cachées dans tout son appartement, capturant chaque détail de ses rencontres avec différentes femmes. Les images de Tessa étaient bouleversantes. Pas seulement à cause de la trahison, mais parce qu'elles montraient à quel point Blake l'avait manipulée. Dans les premiers enregistrements, datant d'il y a 4 mois, Tessa était hésitante, coupable, mentionnant constamment Garrett et Lucy. Mais Blake avait systématiquement brisé sa résistance, la convainquant que son mariage la freinait, qu'elle méritait mieux qu'un mari ouvrier incapable d'apprécier sa sophistication. La vidéo la plus accablante datait du jour de l'accident de Lucy. La caméra du sous-sol avait tout filmé. Blake faisant pression sur Tessa pour qu'elle quitte Garrett. La panique de Tessa lorsque Lucy les avait découverts. Et le moment horrible où Blake avait suggéré de régler définitivement le problème des enfants. Elle allait continuer à parler. Blake avait déclaré sur l'enregistrement, « Les enfants ne comprennent pas l'importance de garder des secrets. Peut-être qu'elle a besoin d'apprendre une leçon plus dure. » C'était dans le moment où Tessa avait attrapé Lucy et l'avait traînée à l'étage où l'agression avait eu lieu, hors de portée de la caméra. Mais le son était suffisamment clair.
Les cris de Lucy, les menaces hurlées de Tess, et le bruit sourd et esséurant lorsque la tête de leur fille a heurté le chambranle de la porte. Gareth observait tout, le visage gravé dans la pierre. À la fin de la vidéo, il resta silencieux un long moment. « Je veux des copies de tout », dit-il finalement. « Et Tommy, j'ai encore besoin que tu fasses une chose. Je veux que tu découvres exactement comment Blake obtient de ses victimes qu'elle le paie. Et j'ai besoin des coordonnées de toutes les femmes qu'il a fait chanter. Qu'est-ce que tu prévois? Je vais lui faire le plus gros coup de sa carrière, puis je vais tout lui prendre. Son argent, sa liberté, sa capacité à faire du mal à autrui. » Ce week-end-là, Gareth mit la première phase de son plan à exécution. Il invita Tessa à dîner cher dans son restaurant préféré, jouant le rôle du mari aimant qui essayait de renouer avec elle après leur traumatisme. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit », lui dit-il en buvant du vin qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une journée. « Peut-être que Lucy aurait intérêt à passer du temps avec ta mère. Le changement d'air pourrait l'aider à digérer ce qui s'était passé. » Le soulagement de Tessa était palpable. « Vraiment? Tu serais d'accord. Je veux le meilleur pour notre fille. Et honnêtement, peut-être avons-nous besoin de temps pour renouer nos liens. Toute cette expérience m'a fait réaliser à quel point je te tenais pour acquis. » Il a parfaitement joué son rôle, exprimant sa culpabilité de travailler trop, promettant de prêter plus d'attention à ses besoins, suggérant même qu'il prévoit une escapade romantique une fois Lucy installée en Arizona. Tessa a cru à chaque mot. À la fin de la soirée, elle était plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois, parlant avec enthousiasme de leur avenir et de la façon dont cette crise les avait finalement rapprochés. Ce qu'elle ignorait, c'est que Gareth avait déjà parlé à sa mère, lui expliquant la situation réelle et s'assurant que Lucy serait en sécurité et aimée pendant qu'il gérait la situation à la maison. Eleanor Winters avait été horrifiée par les agissements de sa fille et avait immédiatement accepté de prendre Lucy avec elle aussi longtemps que nécessaire. Cette fille avait été mieux élevée que ça. Eleanor avait dit avec colère, « Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais gère ça comme bon te semble, Gareth. Lucy sera en sécurité avec moi. » La deuxième phase concernait Blake lui-même. Lors de leur séance d'entraînement suivante, Gareth avait soigneusement semé les graines d'une opportunité trop belle pour y résister. « Tu sais, j'ai pensé à diversifier mes investissements », avait mentionné Gareth lorsque Blake l'avait aperçu au développé couché. « L'immobilier m'a bien porté, mais j'étudie des opportunités de capital investissement. Des projets à haut risque et à fort rendement. » L'intérêt de Blake avait été immédiatement piqué. « Quel genre de capital investissement ? » Un ami prépare un projet de développement immobilier. Des appartements de luxe à Aspen. L'investissement minimum est de $500 000, mais les rendements prévus sont incroyables, 30% par an pendant 3 ans. Ensuite, ils rachètent les parts des investisseurs au double de leur investissement initial. C'était une pure invention, mais Gareth l'a présenté avec la confiance de quelqu'un qui a réellement bâti des entreprises prospères. Les yeux de Blake s'illuminèrent de la cupidité qui l'avait poussé à faire chanter des femmes vulnérables. « Ça a l'air incroyable, mec. J'aimerais bien avoir ce genre de capital à investir. » « Tu sais, il y a peut-être un moyen, » dit Gareth d'un ton désinvolte. « Mon ami recherche quelques petits investisseurs pour boucler l'affaire. Quelqu'un avec 50 ou 60 000 $ pourrait entrer dans l'affaire avec une participation réduite. » Blake essaya de dissimuler son excitation, mais Gareth voyait la machine tourner. 50 000 $, c'était plus que ce que Blake possédait en liquidité, mais c'était exactement la somme qu'il pouvait soutirer à ses victimes de chantage s'il les pressait toutes d'un coup. « Je pourrais peut-être réunir cette somme, » dit Blake prudemment. « Quand ton ami aura-t-il besoin d'une décision prochainement, genre la semaine prochaine, ces transactions avancent vite. » Ce soir-là, Tommy appela pour confirmer que Blake contactait frénétiquement ses victimes, exigeant des paiements forfaitaires immédiats. Patricia Henley avait déjà transféré 25 000 $ et 2 autres femmes avaient effectué des retraits substantiels de leur compte. « Il liquide tout », rapporta Tommy. « Votre fausse opportunité d'investissement le convainc qu'il peut enfin réaliser le gros coup auquel il aspire. » Mais le plan de Gareth était plus complexe qu'une simple fraude financière. Pendant que Blake collectait de l'argent auprès de ses victimes, Gareth rassemblait quelque chose de bien plus précieux, les preuves de tous les crimes commis par Blake et une coalition de ses victimes enfin prêtes à riposter. Patricia Henley avait été la première à accepter de coopérer après avoir appris l'histoire de Blake avec d'autres familles. Les autres avaient rapidement suivi lorsqu'ils avaient compris qu'ils n'étaient pas seuls, que leur honte et leur peur avaient été des armes que Blake avait utilisées contre eux. « Nous voulons le voir anéanti »,
avait dit Patricia à Garrett lors de leur réunion secrète. Il nous a volé bien plus que de l'argent. Il nous a volé notre sentiment de sécurité, notre confiance. Si vous pouvez vraiment l'arrêter, nous ferons tout ce qu'il faudra. Jeudi, Blake avait réuni près de 60 000 $ et vibrait d'excitation pendant leur séance d'entraînement. J'ai l'argent, dit-il à Garrett. Quand puis-je rencontrer ton ami? Garrett sourit, du sourire glacial d'un prédateur qui a réussi à attirer sa proie dans le piège parfait. Demain soir. Mais Blake, il y a autre chose dont nous devons parler d'abord. Quelque chose à propos de ma femme. Chapitre 6. Les fondations s'effondrent. Le visage de Blake afficha une fascinante série d'expressions lorsque Garrett prononça ces mots. Confusion, peur, calcul, et finalement une sorte de bravade désespérée qui confirma tout ce que Garrett avait besoin de savoir. Ta femme, et elle? Elle est différente ces derniers temps. Distante, secrète, passant beaucoup de temps loin de chez elle. Garrett garda un ton conversationnel, presque décontracté. Je commence à penser qu'elle a peut-être une liaison. Blake força un rire qui résonna comme du verre brisé. Allez, mec. Tessa t'adore. Elle parle de toi tout le temps pendant ses entraînements. Vraiment? Que dit-elle? Le piège était élégant dans sa simplicité. Blake était maintenant pris entre son arrogance et son instinct de survie. Il voulait maintenir sa couverture, mais il ne pouvait pas résister à l'occasion de remuer le couteau dans la plaie. Juste les choses habituelles. Ton travail acharné, ton dévouement pour le métier. Rien qui puisse me faire penser qu'elle est malheureuse. C'est intéressant, dit Garrett en ajoutant du poids à la barre, car elle parle beaucoup de toi à la maison. Blake ceci, Blake cela. Elle a l'air très impressionnée par ton expertise. La sueur perlait sur le front de Blake, et pas à cause de l'entraînement. J'essaie d'accorder à tous mes clients une attention personnalisée. C'est ce qui fait un bon coach. J'en suis sûr. D'ailleurs, je me disais que tu pourrais peut-être lui donner des séances supplémentaires. Une attention vraiment concentrée, en tête-à-tête. Peut-être chez toi, où tu aurais plus d'intimité pour travailler sa technique. Blake resta immobile. Je ne fais pas de séances privées chez moi. Règlement de la salle de sport. Ce n'est pas ce que Patricia en m'a dit. Le sang quitta le visage de Blake. Je ne vois pas de quoi tu parles. Garrett s'assit sur le banc et regarda Blake droit dans les yeux. Blake. Je pense qu'il est temps qu'on ait une conversation franche. Tu vois, je sais exactement qui tu es, ce que tu as fait à ma femme et ce que tu as fait à ma fille. Blake fit un pas en arrière, la main se dirigeant vers son téléphone. Mais Garrett fut plus rapide, saisissant le poignet de Blake avec cette poigne qu'on a après 20 ans de travail dans le bâtiment. Je ne ferai pas ça à ta place. Tu vois, j'ai passé les 2 dernières semaines à tout apprendre de toi. Ton histoire à Phoenix, ton chantage, ta façon systématique de détruire des familles pour le profit. La voix de Garrett ne s'éleva jamais au-delà d'un ton de conversation, mais quelque chose en elle fit pâlir Blake. Je sais pour les caméras dans ton appartement, les enregistrements que tu fais, la façon dont tu les utilises pour saigner à blanc les femmes pendant des années après être passé à de nouvelles victimes. Tu es fou. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais je sais que tu étais dans mon sous-sol quand ma fille de 8 ans t'a découvert avec sa mère. Je sais que tu as suggéré de régler définitivement le problème des enfants. Je sais que tu as regardé ma femme agresser notre enfant et que tu n'as rien fait pour l'arrêter. Blake tremblait maintenant. Ce n'est pas. Elle est tombée dans l'escalier. Non, Blake. Elle a été poussée par sa mère pour te protéger, et tu étais prêt à lui faire du mal toi-même si nécessaire. Garrett lâcha le poignet de Blake et se releva lentement. Même si Blake était plus jeune et théoriquement en meilleure forme, il sembla se rétracter face à la fureur contenue de Garrett. Voilà ce qui va se passer, continua Garrett. Tu vas me retrouver demain soir à 20 h, pas pour une opportunité d'investissement. Nous savons tous les deux que c'était. Tu vas apporter tous les enregistrements que tu as fait de ma femme, toutes les preuves que tu as contre elle, et tu vas tout supprimer de tes serveurs. Et si je ne le fais pas? Garrett sourit, c'était terrifiant. Ensuite, Patricia Henley, Sandra Morrison, Kelly Chong et 3 autres femmes iront à la police avec des preuves de ton opération de chantage. Tommy Reeves a suffisamment de documents pour te mettre en prison pendant 10 à 15 ans. Et c'est avant d'en arriver aux accusations de mise en danger d'enfants.
Les jambes de Blake semblaient lâcher et il s'assit lourdement sur un banc à proximité. Que veux-tu? Je veux que tu disparaisses ce soir. Tu vas rendre chaque centime que tu as volé à ces femmes. Tu vas leur fournir des copies de tout ce que tu as utilisé pour les faire chanter afin qu'elles se sentent enfin en sécurité. Et ensuite, tu vas quitter Denver et ne jamais revenir. Retour. Je ne peux pas. L'argent. Je ne l'ai plus. Si, tu l'as. Tu l'as récupéré toute la semaine pour mon faux investissement. 60 000 $ devraient suffire à couvrir ce que tu dois à Patricia et aux autres. Considère le reste comme une pénalité. La respiration de Blake était courte et rapide. Et Tessa est mon problème. Mais Blake, si jamais tu la contactes à nouveau, si jamais tu t'approches de ma famille, si jamais j'apprends que tu as tenté cette opération dans une autre ville avec une autre famille, Garrett se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Blake. Je te trouverai. Je te détruirai, et la prochaine fois, je ne serai pas aussi généreux avec tes options. Blake hocha la tête frénétiquement. D'accord. D'accord, je ferai ce que tu veux. N'appelle pas la police. La police est le cadet de tes soucis pour le moment, car Blake, il y a autre chose que tu dois comprendre. Je ne suis pas juste un mari cocu cherchant à se venger. Je suis un homme dont l'enfant a été blessé, dont la famille a été menacée. Et les hommes comme moi, on ne pardonne pas. On n'oublie pas. Et surtout, on ne laisse pas les menaces envers nos enfants impunis. Garrett se redressa et prit son sac de sport. Demain soir, 20 h, je t'enverrai l'adresse par SMS. Ne sois pas en retard, et n'envisage même pas de courir, car si tu le fais, je m'assurerai que chaque Américaine sache exactement à quoi ressemble Blake Morrison et ce qu'il fait aux familles. Alors que Garrett s'éloignait, il entendit la respiration saccadée de Blake derrière lui. L'homme comprenait enfin la véritable ampleur de ce dans quoi il s'était fourré. Il pensait avoir affaire à un autre mari inconscient, une autre proie facile. Au lieu de cela, il avait réveillé en Garrett quelque chose d'infiniment plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce soir-là, Garrett dîna avec Tessa et Lucy, qui sortaient de l'hôpital le lendemain. Lucy était impatiente de rendre visite à sa grand-mère, discutant de toutes les choses qu'elles allaient faire ensemble. Tessa elle semblait détendue et heureuse, complètement inconsciente que son monde était sur le point d'imploser. « Je suis si heureuse que nous mettions ce cauchemar derrière nous, dit-elle en serrant la main de Garrett par-dessus la table. J'ai l'impression que nous sommes plus forts que jamais. Garrett la serra en retour, son sourire chaleureux et affectueux. Tu as tout à fait raison. Demain à la même heure, tout sera exactement comme prévu. Alors qu'il bordait Lucy dans son lit d'hôpital ce soir-là, elle leva vers lui un regard sérieux. Papa, quand j'irai chez grand-mère, est-ce que tu seras bien seul avec maman? Comment ça, ma puce? Parfois, maman se met vraiment en colère, et tu es toujours si gentille avec tout le monde. J'ai peur qu'elle essaie de te faire du mal aussi. Garrett sentit son cœur se briser un peu devant la sagesse innocente de sa fille. Elle avait 8 ans et comprenait déjà que sa mère était dangereuse. Je te promets, Lucy, que maman ne fera plus jamais de mal à personne dans notre famille. Papa va s'en assurer. Aïe. Garrett l'embrassa doucement sur le front en se montrant plus intelligent et plus fort que ceux qui nous veulent du mal. En construisant quelque chose qu'ils ne peuvent pas démolir, comme tes immeubles. Exactement comme les miens, ma puce. Exactement comme ça. Chapitre 7. Jour de la démolition. Le vendredi soir arriva avec ce genre d'air frais d'automne qui rappela à Garrett pourquoi il était tombé amoureux du Colorado. Il avait passé la journée à mettre Lucy dans un avion pour ses grands-mères, à regarder le visage excité de sa fille disparaître par la porte d'embarquement tout en faisant des promesses silencieuses sur le monde dans lequel elle était revenue. Tessa s'était montrée inhabituellement affectueuse ce matin-là, parlant de leur projet pour le week-end et du plaisir de passer du temps seul ensemble. Elle avait même suggéré qu'il reste au lit toute la journée du samedi, ce qui ne l'intéressait plus depuis des mois. « J'ai l'impression de retomber amoureuse de toi », avait-elle dit en l'embrassant pour lui dire au revoir. L'accident de Lucy m'avait fait réaliser combien notre famille est précieuse. Garrett lui avait rendu son baiser avec toute la tendresse dont il était capable, car malgré tout, une partie de lui pleurait encore la femme qu'il avait cru être. « Je t'aime aussi, Tessa, plus que tu ne le penses. » Alors qu'il se dirigeait vers l'entrepôt où il avait rendez-vous avec Blake, Garrett ressentait la froide clarté qu'il avait soutenue tout au long des chantiers les plus difficiles de sa carrière.
Lorsqu'on construit quelque chose de complexe, on ne peut pas laisser les émotions obscurcir son jugement. On suit le plan. On exécute chaque étape avec précision, et on ne passe à la phase suivante que lorsque celle en cours est parfaite. Ce soir, c'était le jour de la démolition. L'entrepôt était l'une des propriétés de Garrett, un immeuble qu'il avait acheté 2 ans plus tôt pour le transformer en loft. Il était parfait pour ses besoins, isolé, insonorisé et entièrement sous son contrôle. Il avait fait aménager Miguel. Des caméras étaient installées dans tout le bâtiment, garantissant que tout ce qui se passait serait documenté. Blake arriva pile à l'heure, sa BMW paraissant exorbitante sur le parking industriel. Il portait un grand sac de sport et jetait des regards nerveux autour de lui en approchant de l'entrée de l'entrepôt. Garrett l'accueillit à la porte, en tenue de travail, affichant la confiance sereine d'un homme sur son terrain. « Blake, content de te revoir. »« Ouais. » Pareil. Regarde ce dont on a parlé hier. Chaque chose en son temps. Entre. J'aimerais te présenter des gens. Blake hésita. Des gens? Je pensais que c'était entre nous. D'une certaine manière, c'est le cas. Croyez-moi, le rez-de-chaussée de l'entrepôt avait été aménagé comme une salle de conférence avec une longue table et plusieurs chaises. Assises autour de la table se trouvaient Patricia Henley, Sandra Morrison, Kelly Chong et 2 autres femmes que Blake avait fait chanter. Au bout de la table, Tommy Reeves était assis avec un ordinateur portable et plusieurs cartons de dossiers. Blake s'immobilisa net en les voyant, son visage s'embrassant dans ce cycle désormais familier de confusion, de peur et de désespoir. Calcul. Qu'est-ce que c'est? Ceci, dit calmement Garrett, est une réunion du conseil d'administration, et toi, Blake, tu es sur le point d'être éliminé. Patricia se leva lentement, le visage marqué par une fureur contenue. Bonjour, Blake. Surpris de me voir? Je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est un enlèvement. J'appelle la police. Bien sûr, dit Tommy en ouvrant son ordinateur portable. Mais avant, peut-être aimeriez-vous voir ce que nous allons leur montrer. L'écran de l'ordinateur se remplit d'images de surveillance de l'appartement de Blake. Une vidéo haute définition nette de Blake faisant pression sur Patricia pour divers actes sexuels tout en l'enregistrant secrètement. Le son était d'une clarté cristalline tandis que Blake expliquait comment le mari de Patricia la détruirait lors de leur divorce s'il découvrait leur relation. On a des heures de ça, continua Tommy sur le ton de la conversation. Pour plusieurs femmes sur plusieurs années. Les procureurs fédéraux adorent ce genre de documentation systématique lorsqu'ils montent des dossiers RICO. La main de Blake, qui cherchait son téléphone, se figea à mi-chemin de sa poche. Mais attendez, continua Tommy en cliquant sur un autre fichier. Il y a plus. L'écran montrait maintenant des images du sous-sol de Garrett. Blake était ça enlacé passionnément, suivi de l'interruption innocente de Lucy et enfin de la suggestion glaçante de Blake de régler définitivement le problème des enfants. Kelly Chong prit la parole pour la première fois, la voix tremblante d'émotion. Ma fille a 6 ans, Blake. 6 ans. Quand j'ai entendu ce que tu as dit à propos de Lucy, j'ai réalisé ce que tu aurais pu faire à ma famille si elle nous avait surpris. C'est fou, dit Blake, mais sa voix manquait de conviction. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Sandra Morrison ouvrit l'un des cartons sur la table et en sortit un épais dossier. Des relevés bancaires attestant de paiements d'extorsion systématique. Des enregistrements audio de toi menaçant de détruire des familles. Des SMS détaillant toute ton opération. Elle jeta le dossier sur la table devant lui. Nous pouvons tout prouver. Garrett était resté silencieux pendant toute cette présentation, observant la panique grandissante de Blake avec la satisfaction d'un ingénieur assistant à une démolition parfaitement contrôlée. Il s'avança alors. Voilà ce qui va se passer, Blake. Tu vas t'asseoir à cette table et arranger les choses. Tout ça. Je n'ai rien à faire. Tout ce coup monté est illégal. Enlèvement, extorsion, complot. En fait, Tommy l'interrompit. Monsieur Morrison est venu ici volontairement pour effectuer une transaction commerciale. On le voit sur les images de vidéosurveillance entrer dans le bâtiment de son plein gré. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant n'est qu'un groupe de citoyens inquiets qui s'efforcent de résoudre des litiges financiers. Garrett tira une chaise et fit signe à Blake de s'asseoir. À toi de choisir, Blake. Tu peux coopérer avec nous ce soir et repartir d'ici avec une chance de repartir à 0 ailleurs. Ou tu peux prendre un avocat et on laissera les procureurs fédéraux régler ça.
Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par ton opération transétatique et les accusations de mise en danger d'enfants. Blake s'assit lourdement, le sac de sport glissant de son épaule. Que veux-tu? Patricia se pencha en avant. On veut récupérer notre argent. Le tout avec les intérêts. Nous voulons que tous vos enregistrements soient détruits, ajouta Kelly. Nous voulons que toutes les photos, toutes les preuves que vous avez utilisées pour nous terroriser, dit Sandra. Et nous voulons que vous disparaissiez. Tommy fut définitivement éliminé. Blake regarda autour de la table les visages de ses victimes. Les femmes qu'il avait systématiquement maltraitées et exploitées s'unissaient maintenant contre lui. Je ne peux pas rembourser tout le monde. Je n'ai pas cet argent. Garrett sourit froidement. En fait, si. Voyez-vous, Blake, pendant que vous meniez votre petite opération de chantage, j'ai procédé à un audit de vos biens. Saviez-vous que les produits d'extorsion sont passibles de confiscation civile? Cela signifie que ces dames ont le droit de récupérer non seulement ce que vous leur avez volé, mais tout ce que vous avez acheté avec leur argent. Tommy glissa un document sur la table. Votre BMW, le contenu de votre appartement, votre équipement de sport, vos bijoux, même vos vêtements. Tout a été acheté avec de l'argent volé. Nous avons déjà déposé des requêtes en amparo contre tout. Mais il y a une bonne nouvelle, poursuivit Garrett. Si vous coopérez ce soir, nous vous laisserons. Tu gardes assez pour acheter un ticket de bus et recommencer ailleurs. Sinon, haussa-t-il les épaules. Eh bien, une prison fédérale n'offre pas de très bons plans de retraite. Blake fixait les papiers, les mains tremblantes. Tu détruis ma vie. La voix de Patricia était glaciale. Tu as détruit la nôtre en premier. Des enfants, Blake, ajouta Kelly. Tu as menacé des enfants. Le poids de sa situation sembla enfin transpercer les délires narcissiques de Blake. Ses épaules s'affaissèrent, pour la première fois depuis que Garrett le connaissait, il parut sincèrement vaincu. Que veux-tu que je fasse exactement? Garrett tira une chaise à côté de Blake et s'assit. Lorsqu'il parla, sa voix exprimait l'autorité tranquille d'un homme qui a bâti un empire à partir de rien. Premièrement, tu vas transférer chaque centime de ce sac sur des comptes contrôlés par Tommy, qui le distribuera équitablement à tes victimes. Deuxièmement, tu vas donner accès à tout ton matériel d'enregistrement et tout effacer sous nos yeux. Troisièmement, tu vas signer des aveux détaillant toute ton opération. Et si je fais tout cela, alors vous pouvez quitter Denver ce soir. Vous aurez exactement assez d'argent pour un billet de bus pour la ville que vous choisissez. Tant qu'il est à au moins à 1000 km de là, vous accepterez de ne plus jamais contacter aucune de ces femmes, de ne plus jamais retourner au Colorado et de ne plus jamais gérer ce type d'opération ailleurs. Blake était silencieux pendant un long moment, regardant la table. Et si je refuse, a répondu à Tommy avec le ton de la propriété volée. À 25 ans minimum. Il avait signé une confession, transféré l'argent et donné l'accès à l'ensemble de son opération de chantage. L'équipe technique de Tommy avait passé 2 heures à essuyer chaque serveur, chaque sauvegarde, chaque caméra cachée. Les femmes qui ont été terrorisées depuis des années ont regardé avec sombre satisfaction car leurs chaînes numériques ont finalement été brisées. Blake avait quitté l'entrepôt avec exactement $200, un billet de bus pour Portland et un accord signé qui entraînerait des accusations fédérales s'il avait déjà été retrouvé à moins d'un 000 mi du Colorado. Il ressemblait à un homme brisé alors qu'il s'éloignait, portant un seul sac à dos contenant les quelques biens qu'il lui avait permis de garder. Vous pensez qu'il restera réellement à l'écart? Demanda Patricia en regardant ses feux arrière disparaître. S'il est intelligent, Garrett a répondu, mais s'il ne l'est pas, il découvrira que certains problèmes ne disparaîtront pas lorsque vous changerez les villes. Les femmes avaient remercié Garrett avec un mélange de gratitude et de crainte. Ils n'avaient jamais imaginé que leur cauchemar pourrait se terminer par une finalité aussi décisive. Patricia s'était attardée après le départ des autres, étudiant Garrett avec des yeux curieux. Tu sais, je pensais que mon ex-mari était impitoyable en affaires, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Elle secoua la tête. C'était chirurgical. Blake ne l'a jamais vu venir. Blake était bâclé. Il est devenu gourmand et a commencé à croire son propre battage médiatique. Cela rend les hommes comme lui faciles à piéger. État. Femme? Que arrive-t-il? L'expression de Garrett se durcit. Tessa a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Patricia hocha la tête sciemment. L'affaire était une chose, mais ce qu'elle a fait à Lucie était impardonnable.
Bonne chance, Gareth. J'espère que votre fille sait à quel point elle a de la chance d'avoir un père comme vous. Après le départ de tout le monde, Gareth et Miguel ont passé 1 heure à nettoyer l'entrepôt et à retirer toutes les traces des activités de la soirée. Ils ont travaillé dans un silence confortable. 2 hommes qui avaient partagé suffisamment de sites d'emploi pour communiquer sans mots. Boss, dit finalement Miguel en verrouillant le bâtiment. Qu'est-ce que tu as fait ce soir? Blake l'avait venu. Mettez, c'est toujours votre femme. Lucy est toujours sa mère. Ça va être compliqué. Gareth leva les yeux vers le ciel rempli d'étoiles, pensant à la sécurité de sa fille en Arizona et à la conversation qu'il devrait finalement avoir avec elle. Miguel, avez-vous déjà dû démolir un bâtiment qui a l'air solide de l'extérieur mais qui a été pourri? Sûr. Termites, dégâts d'eau, mauvais travail de fondation. Parfois, toute la structure est compromise même si elle a l'air bien. Que faites-vous dans cette situation? Détraiter à la fondation et recommencer. C'est la seule façon de construire quelque chose qui durera. Gareth hocha la tête. C'est exactement ce que je fais. Lorsque Gareth est arrivé à la maison à minuit, Tessa l'attendait dans le salon, portant la robe de nuit en soie qu'elle a achetée pour leur lune de miel il y a 12 ans. Elle avait préparé son dîner préféré, ouvert une bouteille de vin coûteuse et s'était clairement fait de grands efforts pour créer une atmosphère romantique. Vous y êtes, dit-elle, se levant pour l'embrasser. Je commençais à m'inquiéter. Comment s'est déroulée ta réunion? Très bien. Nous avons atteint une compréhension complète avec toutes les parties impliquées. Tessa l'a conduit à la salle à manger où des bougies vacillaient et de la musique douce jouait. Je pensais que nous pourrions avoir une bonne célébration. Juste nous deux. Pas de distraction, pas de stress. Comme les temps anciens. Gareth a joué, lui permettant de lui servir le dîner et de verser du vin pendant qu'elle parlait de leur avenir. Elle avait clairement passé la journée à planifier ce qu'elle considérait comme un nouveau départ, une réconciliation romantique. Et après le traumatisme de l'accident de Lucy les a rapprochés. J'ai pensé à ce que vous avez dit à propos de nous avoir besoin de temps ensemble, a-t-elle dit, s'installant sur la chaise à côté de lui. Peut-être que nous pourrions faire ce voyage en Italie dont nous avons toujours parlé. Maintenant que Lucy va mieux, nous méritons du temps pour nous reconnecter. L'Italie semble merveilleuse. Qu'en pensiez-vous? Le mois prochain? Je pouvais faire en sorte que Lucy reste avec ma mère un peu plus longtemps juste pour m'assurer qu'elle est complètement récupérée avant qu'elle ne rentre à la maison. Gareth a continué à manger, son expression agréable et engagée. Tu sais, Tessa, j'ai eu une conversation intéressante avec Blake aujourd'hui. La main de Tessa se figea à mi-chemin de son verre à vin. Blake, pourquoi tu parles à Blake? Il m'a formé depuis 2 semaines. Tu ne savais pas? La couleur s'écoulait du visage de Tessa, mais elle a forcé un sourire. Oh, c'est Blake. Oui, bien sûr. Comme c'est idiot de moi. Je ne savais pas que vous aviez travaillé là-bas. Très intéressant, mec. Plein de surprises. En fait, il m'a raconté l'histoire la plus fascinante de ce qui s'est passé dans notre sous-sol le jour où Lucy a été blessée. Le verre à vin de Tessa glissa de ses doigts, se brise sur le plancher de bois franc. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Gareth tendit la main dans la poche de sa veste et plaça un petit dispositif d'enregistrement sur la table. Blake était très approfondi dans sa documentation. Aimeriez-vous entendre ce qui s'est réellement passé? Ou préférez-vous me dire vous-même? Tessa regarda l'appareil comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Gareth, je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux. Vous avez toujours été créatif avec des explications. Il a pressé le jeu sur l'enregistreur. La voix de Lucy a rempli la pièce petite et effrayée. Maman, tu me fais du mal. Puis la voix de Tess tranchante avec panique. Vous devez vous occuper de votre propre entreprise. Tu ne peux pas dire à papa que Blake soit ici. Lucy pleurant maintenant. Mais les familles ne se mentent pas, papa dit, parfois, les petites filles qui ne peuvent pas garder des secrets importants sont éloignées de leur famille pour toujours. Lucy scream, le bruit de l'impact. Silence. Gareth a éteint le magnétophone. Tessa tremblait, des larmes coulant sur son visage. Elle allait tout ruiner. Tessa chuchota, tu ne comprends pas Blake et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Il m'aime. Il me comprend d'une manière que tu n'as jamais. Donc, tu as agressé notre fille pour le protéger. Je ne voulais pas la blesser.
Je suis juste paniqué. Hurlové. I don't understand how a woman can choose a predator over her family. And I don't understand how the woman I love for 12 years could become someone I don't recognize. Tessa reached for him desperately. Please, Gareth. It was a mistake. A terrible mistake. I love you. I love Lucy. Blake doesn't mean anything to me anymore. Blake is gone. Tessa, he left Denver tonight and won't be coming back. Gone? What do you mean gone? I mean, il est hors de notre vie en permanence. La question est maintenant, que vous arrive-t-il? Le visage de Tessa a parcouru la confusion, la peur et enfin une sorte de calcul désespéré. Vous ne pouvez rien prouver. C'est ma parole contre un enregistrement qui aurait pu être édité. Gareth sourit, et c'était l'expression la plus froide que Tessa ait jamais vue sur son visage. En fait, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que vous voyez, Tessa, je ne suis pas la police. Je ne suis pas juge ou jury. Je suis juste un mari et un père qui a été trahi par la personne en qui il a le plus confiance dans le monde. Que dites-vous? Je dis que votre mariage, votre vie comme vous le savez se termine ce soir. Demain, vous constaterez que les comptes bancaires sont gelés, les cartes de crédit sont annulées et que votre nom a été supprimé de toutes nos propriétés. Vous découvrirez que j'ai demandé le divorce et la garde d'urgence de Lucie avec la documentation de votre assaut contre notre fille. Le visage de Tessa est devenu blanc. Vous ne pouvez pas faire ça. La moitié de tout est à moi. Pas quand tu as perdu vos droits en commettant de la maltraitance des enfants. Pas lorsque vous avez eu une affaire et que vous avez utilisé des actifs matrimoniaux pour soutenir votre amant. Et certainement pas lorsque votre mari a documenté des preuves de tout cela. Je vais te combattre. Je vais embaucher les meilleurs avocats. Avec quel argent? Et Tessa, même si vous pouviez vous permettre une représentation légale, voulez-vous vraiment que cela devienne public? Voulez-vous que tout le monde sache quel genre de mère vous êtes vraiment? Le combat est sorti de Tessa comme de l'air d'un ballon de crevaison. Elle s'est effondrée dans sa chaise, la réalité de sa situation pénétrait finalement ses illusions. Qu'est-ce que tu veux de moi? Gareth a tiré une enveloppe de sa veste et l'a placée sur la table à côté de l'enregistreur. Document de divorce? Vous les signeras ce soir? Acceptez mes conditions. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur mon entreprise ou mes propriétés, et les visites supervisées avec Lucie seulement après avoir terminé un programme d'évaluation psychologique et de gestion de la colère. Tessa a ramassé les papiers avec des mains, scanner les termes qui la réduisent de l'agent immobilier et de l'homme d'affaires à succès. Complètement. Up. Vous avez jusqu'à midi demain pour emballer tous les effets personnels que vous pouvez transporter et quitter cette maison. Les serrures seront modifiées à 12h01. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Vous avez fait vos choix, Tessa. Maintenant, vous pouvez vivre avec lui. Alors que Gareth se dirigeait vers les escaliers, Tessa l'appelait une dernière fois. Je t'aimais, Gareth. Je l'ai vraiment fait. Il s'arrêta au bas des escaliers et la regarda. Cet étranger portant le visage de sa femme, assis dans les ruines de la vie qu'elle a détruite. Non, Tessa. Vous aimez ce que je pourrais vous donner. Vous aimez la sécurité, le style de vie, le statut social, mais vous ne m'aimez jamais assez pour être fidèle. Et vous n'avez jamais assez aimé Lucie pour la protéger. Le véritable amour nécessite un sacrifice, une loyauté et mettre votre famille devant vous. Vous êtes incapable des trois. Chapitre 9. Nouvelle fondation. 6 mois plus tard, Gareth se tenait dans l'arrière-cour de sa maison, regardant Lucie jouer sur le swing qu'il avait construit pour son 4e anniversaire. Elle était riant, ses cheveux volant dans le vent, complètement absorbée par la simple joie de voler dans l'air. L'échymologie sombre de son temple avait guéri sans trace, mais les cicatrices émotionnelles avaient pris plus à s'estomper. Elle, papa, me pousse plus haut, a obligé Gareth, émerveillant de la résilience de sa fille. Les enfants, ont-ils appris, étaient remarquablement adaptables lorsqu'ils se sentaient en sécurité et aimés. Lucie avait prospéré pendant son temps avec sa grand-mère, et depuis son retour à Denver, elle n'avait montré aucun signe de traumatisme qui avait presque détruit leur famille. La thérapie avait aidé. La docteure Sarah Chin, une psychologue d'enfants recommandée par le docteur Rodriguez, avait travaillé avec Lucie pour traiter ce qui s'était passé et comprendre que les actions de sa mère n'étaient pas de sa faute. Lucie a maintenant compris que certains adultes faisaient de mauvais choix,
mais cela ne signifiait pas que tous les adultes étaient dangereux. Le docteur Chin dit que maman était malade dans ses sentiments. Lucy avait expliqué à Garrett avec une question de la sagesse d'un enfant de 8 ans. Elle dit, parfois, les sentiments des gens se mélangent tellement qu'ils font des choses cela à blesser les autres, même les gens qu'ils aiment. Que pensez-vous de cela, avait demandé Garrett. Je pense que maman a oublié comment être une bonne maman. Mais vous n'oubliez jamais comment être un bon papa. La procédure judiciaire avait été rapide et décisive. 2 fois par mois, mais Lucy a fait preuve d'un peu d'intérêt pour ces conversations. Les contacts à Portland ont indiqué qu'il avait duré exactement 3 semaines dans cette ville avant de disparaître à nouveau. Les rumeurs selon lesquelles il tentait de mettre en place la même opération avec une identité différente, mais le mot de ces méthodes avait en quelque sorte atteint ses nouvelles cibles avant de pouvoir s'établir. Blake avait appris à la dure que Internet a rendu les prédateurs très difficiles à recommencer avec des ardoises propres. Boss, a appelé Miguel du porche arrière, interrompant les pensées de Garrett. Votre rendez-vous à 15h est là. Garrett a donné à Lucy une dernière poussée et s'est dirigé à l'intérieur où un homme à la recherche nerveux dans un costume cher attendait dans son bureau à domicile. Richard Collins a été un avocat qui a réussi à avouer une affaire. Il avait entendu parler de Garrett grâce à des recommandations soigneusement libellées de Patricia Hanley et des autres femmes qui deviendraient un réseau de soutien informel. Monsieur Voss, je ne sais pas exactement comment commencer cette conversation, a dit Richard en se serrant la main. Patricia Hanley a dit, vous pourriez être en mesure d'aider avec une situation délicate. Quel genre de situation? Ma femme a eu une liaison avec notre voisin. Un homme qui a déjà fait cela auparavant. Garrett a fait signe à Richard de s'asseoir. Dites-moi tout. Au cours de l'heure suivante, Richard a présenté une histoire qui était d'une plus familière déprimante. L'amant de sa femme était un escroc charismatique qui se spécialisait dans la séduction des femmes riches, les isolant de leur famille et drainant systématiquement leurs ressources. Les parallèles de l'opération de Blake étaient indubitables. Que recherchez-vous exactement, Richard? Je veux qu'il soit parti. Je veux que ma femme comprenne dans quoi elle s'est appuyée et je veux m'assurer qu'il ne peut pas faire ça à une autre famille. Garrett se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant le visage de Richard. L'homme était désespéré, mais pas vindicatif. Il voulait vraiment sauver son mariage et protéger d'autres victimes potentielles. Il ne s'agit pas de venger pour vous. Non, il s'agit de justice et de protection. Ma femme n'est pas une mauvaise personne, monsieur Voss. C'est une victime qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Garrett hocha lentement la tête. Au cours des 6 derniers mois, il avait reçu des demandes similaires de 7 autres hommes dans des situations allant des affaires à la fraude financière en passant par la violence domestique. Word se propageait tranquillement à travers le monde des affaires de Denver que Garrett Voss était quelqu'un qui pouvait résoudre des problèmes que les méthodes conventionnelles ne pouvaient pas toucher. Je vais examiner votre situation, a déclaré Garrett à Richard. Mais vous devez comprendre quelque chose. Je ne fais pas que les problèmes disparaissent. Je vais m'assurer qu'ils ne peuvent pas revenir. Cela nécessite une précision, une patience et un engagement absolu à voir les choses jusqu'à la fin. Comprendre? Êtes-vous? Parce qu'une fois que nous commençons sur ce chemin, il n'y a pas de changement d'avis à mi-chemin. Ces hommes sont des